raconte. Christophe Ondelatte. Je vais vous raconter aujourd'hui une affaire criminelle qui remonte à l'été 2001. Une affaire qui a tenu la France en haleine pendant tout l'été cette année-là. La disparition de Karine Schaaf, 16 ans, à Bitche, en Moselle. L'enquête va conduire à l'arrestation d'un couple, un jeune couple de paumés, Stéphane Croth et sa compagne Péroline Garino. Je vais vous raconter ce qu'ils ont fait à Karine, et c'est une horreur. Mais je vais aussi vous raconter qui sont ces deux jeunes. Et d'une certaine manière, ça aussi, c'est une horreur. Et c'est pour ça que j'ai souhaité, pour le débrief tout à l'heure, inviter un président de cour d'assises. Bonjour Dominique Coujard. Bonjour. Vous avez été, Dominique Coujard, pendant 10 ans président de la cour d'assises de Paris. Vous avez présidé quelques procès célèbres, celui de François Besse par exemple, ou celui d'Yvan Colonna. Vous n'êtes pas du tout concerné évidemment par l'histoire que je vais raconter aujourd'hui, vous allez la découvrir, mais il n'empêche que j'aurai des tas de questions à vous poser après, sur la manière dont se mûrit un verdict d'assises. Voici cette histoire, l'assassinat de Karine Schaaf, que j'ai écrite avec Ségolène Hanoteau, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Cette histoire commence comme ça. Un dimanche de juillet 2001, en début d'après-midi, sur la zone artisanale de Bitche, en Moselle, un type assiste à une scène bizarre. Il appelle tout de suite les gendarmes. On lui doit beaucoup à ce type-là. Gendarmerie nationale, j'écoute. Oui, bonjour. Je vous appelle de la zone artisanale du côté du camp. Je viens de voir quelque chose de bizarre. Je vous écoute, monsieur. J'ai vu une voiture faire demi-tour devant moi. Elle est partie vite, comme si elle prenait la fuite, vous voyez. Et en fait, là où elle était, il y a un vélo dans l'herbe. Le vélo est cassé, je pense qu'il a été renversé, mais il n'y a personne par terre. Vous avez pu voir le conducteur? Non, mais je pourrais le reconnaître. Et je peux vous décrire la voiture. Blanche. La voiture était blanche, une Mazda 323. Il n'en est pas certain, mais il pourra la reconnaître. 10 minutes plus tard, les gendarmes sont sur place, au bord d'une route départementale qui ne mène pas à grand-chose, si ce n'est un passage à niveau et un camp militaire. Pas très passant, quoi. Et effectivement, sur le bas-côté, il y a un vélo. Un VTT couché, la roue arrière tordue, la selle détachée. Et sur le vélo, sur le bitume, on voit clairement des traces de freinage qui vont droit sur le vélo. Assez longues, une dizaine de mètres. Et puis dans l'herbe, les gendarmes trouvent les morceaux d'un clignotant. Et ça, c'est intéressant parce que ça peut trahir la marque de la voiture, le modèle et même l'année. C'est un indice très précieux. Dans la tête des gendarmes, c'est clair. Il y a eu un accident, une voiture a renversé un vélo, la voiture s'est enfuie, mais où est le cycliste? Où est le blessé? Parce que vu l'état du vélo, il ou elle est blessé, c'est sûr. Les gendarmes sont là, perplexes, sur le bord de la route, à tirer des plans sur la comète. C'est peut-être un automobiliste qui l'a emmené, tu crois pas? À l'hôpital, par exemple. Ou alors, il est parti à pied. Et à ce moment-là, une voiture s'arrête devant les gendarmes. Bonjour, je suis Roger Schaaf, j'habite Bitche. C'est le vélo de ma fille, ça. Vous êtes certain? Ah, ben oui, c'est moi qui lui ai offert pour son bac de français. Sa fille s'appelle Karine. Elle a 16 ans. Elle est partie de la maison en vélo il y a 1 heure. Le père devait la retrouver 1 heure plus tard chez une copine. Il en revient. Elle n'y est pas. Elle a été percutée par une voiture, ça paraît clair. Mais où est-elle? On appelle les hôpitaux, elle n'y est pas. Les amis, la famille, pas de nouvelles. On l'a enlevée. Quelqu'un l'a renversée et l'a enlevée. Il n'y a que ça. Et d'ailleurs, le parquet de Sarreguemines ouvre une enquête pour enlèvement et séquestration. On l'a enlevée. Une adolescente de 16 ans blessée, forcément blessée. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les gendarmes fouillent les environs, c'est compliqué, il y a beaucoup de forêts, beaucoup d'étangs. La famille placarde des affiches partout dans le coin et les médias nationaux débarquent juste à temps pour enregistrer l'appel poignant de la maman. On espère que le ravisseur ou la personne qui l'a va se manifester d'une façon ou d'une autre. Je pense
qu'il y a tellement de moyens par lesquels il pourrait se manifester pour dire où elle est ou comment elle va, et on ne comprend pas. Je ne vais pas accepter qu'elle soit morte. Non. Non. Je l'avais envie. Pour retrouver celui qui a percuté le vélo, il n'y a pas beaucoup d'indices. Le témoignage de celui qui a vu la voiture peut être une Mazda 323, mais il n'en est pas sûr. Le vélo est ce que pourront en tirer les experts. Et puis ce morceau de clignotant dans l'herbe, c'est pas grand-chose, mais ça va suffire. Au laboratoire de Rosny-sous-Bois, en région parisienne, les experts de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie sont capables de faire parler n'importe quel morceau de clignotant, ou n'importe quel bout de phare ou de rétroviseur, tout ce qu'une voiture laisse comme trace après un choc. Ils ont des échantillons plein les tiroirs et des modélisations sur leurs ordinateurs. Et donc ça tombe assez vite, c'était bien une Mazda 323, blanche. Et ça on le sait par l'examen du vélo de Karine. C'est le même labo de Rosny-sous-Bois qui a récupéré le vélo. Et bien sur le cadre, il y a de la peinture blanche. Donc le témoin avait raison, c'est une Mazda 323 blanche. Petit détour par les fichiers de la préfecture. Voyons. Sur les 2 départements de Moselle et du Bas-Rhin, il reste 7000 Mazda 323 en circulation. Mais l'analyse de la peinture blanche a permis de resserrer la liste. Cette peinture a été utilisée pour les modèles livrés entre 83 et 86. Et là, on arrive à une liste de 100 voitures sur les 2 départements. Et ça, je peux vous dire que c'est très précieux. Pour une équipe d'enquête, réduire sa liste d'un coup à 100 suspects. Il y a autre chose que révèle l'examen du vélo. Sur la selle, il y a des traces de gaz lacrymogène. Donc la gamine a été gazée, et c'est la preuve définitive qu'elle a été enlevée. Un salopard a gazé une gamine qu'il venait de renverser en voiture. On craint tout de suite le pire. Non ? Comme je vous l'ai dit, les gendarmes travaillent désormais sur une liste très resserrée de 100 suspects, 100 propriétaires de Mazda 323. Vous enlevez les vieillards, les femmes célibataires et tous ceux qui n'ont pas le profil, et les autres, les gendarmes vont les voir un par un. Et c'est comme ça qu'ils arrivent chez un jeune garçon de Mulhouse. C'est loin de Bitche, Mulhouse. C'est à 2 heures de route. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques mois, ce type habitait à Bitche, dans la même ville que Karine. La Mazda est garée devant la porte. Un petit coup d'œil rapide avant de sonner. La voiture n'est pas en très bon état. En revanche, le clignotant droit, nickel. Et les pneus pareil, tout neufs. Le locataire s'appelle Stéphane Kraut. Il a 23 ans, la Mazda est à lui. Et il vit là avec sa compagne, Péroline Garino, qui a 19 ans. Ils ont un petit bébé de 3 mois. Monsieur Kraut, qu'est-ce que c'est ça, là, sur la table ? C'est des articles qui parlent de la disparition de Karine. Tiens, le monsieur fait collection. Il y a aussi un annuaire ouvert à la page d'une casse auto. Le clignotant. Dites-moi, monsieur, vos pneus sont neufs, non ? Ouais, je les ai fait changer, ouais. Ils étaient trop vieux. Et quand ? Le 23, je crois. Le 23 juillet, le lendemain de la disparition de Karine. Et hop, tout le monde en garde à vue, monsieur et madame, avec un œil particulier sur lui, évidemment. Stéphane Kraut. Où était-il le dimanche de la disparition de Karine, le 22 ? Il était à une réunion de voitures anciennes, avec Péroline, qui confirme au millimètre dans la pièce d'à côté. Seulement voilà, c'est long, une garde à vue. Le dodo sur la couchette bien raide, les baskets sans les lacets, le café de distributeur au petit déjeuner. Le lendemain matin, Stéphane Kraut passe aux aveux. J'avais bu et fumé pas mal aussi, et je sais pas ce qui m'est arrivé. Pam, j'ai entendu un bruit. Je l'avais pas vu.
J'ai vu le corps voler et l'a touché à l'avant, à droite. Il dit qu'il est descendu, qu'il l'a alors chargé dans sa voiture pour l'emmener à l'hôpital. Et puis qu'en route, il a paniqué. Et là, il dit sans se démonter, « J'ai fini par brûler le corps, dans la forêt. » Ce qui suggère qu'entre-temps, la blessée était morte. Quand est-elle morte? Dans l'accident? Dans la voiture? Après? Et de quoi est-elle morte? À partir de maintenant, répondre à ces questions est essentiel. Pour avoir transporté le cadavre et pour y avoir mis le feu, Kraut risque 3 ans de prison. Mais si c'est lui qui l'a tué, alors c'est perpète. En attendant, il est mis en examen pour enlèvement et séquestration suivie de mort. Et les gendarmes l'emmènent tout de suite à la recherche du cadavre, évidemment. Et Kraut les conduit dans la forêt de Mutterhaus, à 20 minutes en voiture des lieux de l'accident. Et là, on la trouve, la pauvre Karine, dans une clairière face contre terre, à moitié calcinée, dans un état de décomposition avancé. Vous noterez que près du cadavre, on trouve 2 capotes usagées et des bijoux. Direction le labo. Stefan Kraut file en prison, sa compagne Péroline est relâchée, elle va s'occuper de leur bébé. Et puis tombent les résultats de l'autopsie. Mauvais. Le corps est trop abîmé. On ne peut pas expliquer les causes de la mort. Elle a subi un traumatisme crânien, ça c'est sûr, et elle a 4 côtes fracturées. Mais ça peut très bien être le résultat de l'accident. Ah, un élément tout de même. Le bas de son corps était nu, complètement nu. Il l'aurait violée? Il n'en a pas parlé, mais il l'aurait violée? Les obsèques de Karine ont lieu sous un crachin glacé, à l'église Sainte-Catherine de Bitche. Demain, Karine aurait eu 17 ans. Il y a 17 lys blancs posés sur son cercueil. Et sa mère, Edith, prend la parole. Karine, ma fille, mon bébé. Par un beau jour d'été, tout nous a été sauvagement et cruellement enlevé. Nous laissons à tous un chagrin pour l'éternité. Au fond de moi, je le craignais, mais l'espoir de te revoir ne disparaissait. Nous l'aimions beaucoup, Seigneur. Et malgré qu'à chaque instant, pour nos enfants, nous voulions le meilleur, le pire a croisé son chemin. Toute l'enquête maintenant va se polariser sur un point. Stefan Kraut était-il seul quand il a enlevé Karine après l'accident et qu'il l'a emmenée dans la forêt, qu'il l'a peut-être violée et qu'il a mis le feu à son cadavre? Ou est-ce qu'elle était avec lui? Elle, Péroline, sa compagne. Il n'y a pas que les gendarmes qui se posent la question. Puisqu'elle est libre, un journaliste du Républicain lorrain décide de la rencontrer. Il lui a fixé un rendez-vous. Elle arrive avec son bébé dans sa poussette, très stressée. Et elle craque dans les bras du journaliste. Ça s'est pas passé comme il l'a dit. C'est beaucoup plus grave que ce qu'il a dit. Pour le moment, je me tais, mais le jour où je vais parler, ça va péter. C'est Steph qui a fait le coup. Il l'a tué. Il l'a étranglé. Il l'a violé. Le journaliste raconte tout ça dans le journal. Et ça se termine assez logiquement à la gendarmerie. Et là, Péroline va changer plusieurs fois de témoignage. Elle commence par dire qu'elle n'était pas là, mais que Kraut lui a tout raconté. Après l'accident, Karine n'était pas morte. Elle parlait même. Elle l'a supplié de la ramener chez elle. Kraut l'a embarqué dans la voiture, il est arrivé dans la forêt, il l'a traînée, et c'est pour ça, dit-elle, qu'elle a perdu son pantalon et sa culotte. Il a enfilé un préservatif et il l'a violée. 2 fois. Ça colle avec les 2 capotes qu'on a retrouvées près du cadavre. Et ensuite? Ensuite, il a brûlé le corps.
Il est rentré à Mulhouse. Les gendarmes lui font remarquer qu'elle ne dit pas comment il l'a tué. Elle dit que c'est confus, mais qu'il pense l'avoir étranglé. Les gendarmes l'emmènent sur place, là où on a retrouvé le cadavre. Elle sait très bien où c'est parce que elle dit que elle et Kraut y allaient souvent pour faire des câlins. Drôle d'endroit pour commettre un crime que l'endroit où on vient faire des câlins avec sa petite amie. Et d'ailleurs, quand ils arrivent sur place, ils la voient blêmir et elle refuse de faire les derniers mètres. Ensuite, retour dans le bureau du juge et nouvelle version. Vous dites que M. Kraut a violé la jeune Karine. C'est lui qui vous l'a dit? Ah non? Non, mais je pense qu'il l'a violée. Ça m'étonnerait pas. Hein. Il a tenté plusieurs fois de m'imposer des rapports quand je voulais pas. Vous dites aussi qu'ensuite il l'a étranglée. Là encore, c'est lui qui vous l'a dit ou c'est une supposition de votre part? Bah c'est lui. Il l'a étranglée avec les lanières de son sac à dos. Pour l'instant, le juge la laisse libre. Mais dans sa tête, il y a un problème avec cette Péroline. Elle a l'air d'en savoir beaucoup plus que ce qu'elle dit. Est-ce qu'elle était là? Est-ce qu'elle était présente? Apprenant que sa copine l'a lâchée, Kraut l'enfonce. Bien sûr qu'elle était là. Elle est allée acheter l'essence avec moi. On a même mis le feu ensemble. Et au passage, lui change de version. Je suis descendu de la voiture. Elle avait des convulsions. Mon premier réflexe a été de la gazer. C'est pour pas qu'elle me reconnaisse. Et puis je me suis dit que je pouvais pas la laisser comme ça. Au bout de 10 minutes, j'ai plus senti son pouls. Elle respirait plus. Son corps battait plus. J'ai abandonné le corps dans la forêt. Et c'est Péroline qui m'a dit « On va le brûler ». A-t-il, oui ou non, eu des relations sexuelles avec le cadavre? Oui. Et puis finalement, non. En fait, il ne sait plus. Bref, c'est un sac de nœuds, et c'est parole contre parole. Le juge décide de les mettre face à face dans son bureau. Et là, Péroline Garino change encore sa version, comme le raconte son avocate à la sortie. Elle était dans la voiture, sur les lieux, à Mouterhouse. Elle est restée dans cette voiture pendant que M. Kraut a déversé de l'essence sur Karine. Maintenant, elle n'est pas mise en examen aujourd'hui, dans la mesure où elle n'a commis aucun acte positif dans la destruction du cadavre. Donc finalement, elle était là, mais elle n'aurait eu qu'un rôle passif. Ce qu'elle répète quelques jours plus tard à une équipe de France 2. J'ai vu quelqu'un allongé par terre, quoi. Le Stéphane en train de vider les bouteilles d'essence. Je l'ai aidé. Je l'ai pas aidé physiquement, hein. Non. Moralement. Ah oui, j'étais avec. Et puis, début septembre, Péroline Garino change encore de version. Ils sont allés acheter des bouteilles d'essence ensemble. Et c'est elle qui a versé l'essence sur le corps de Karine. 3 bouteilles. Et là, c'est plus la même histoire. Du coup, elle reste libre pour s'occuper du bébé, mais elle est mise en examen pour modification de l'état des lieux d'un crime en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité. Tel que c'est parti, ils vont se retrouver côte à côte, tous les deux, dans le box de la cour d'assises. Jusqu'à ce que mi-novembre tombe le rapport définitif des médecins légistes. Je vous l'ai dit, le corps de Karine était trop abîmé pour qu'on puisse dire avec certitude de quoi elle est morte, ni même si elle a été violée. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'elle a un traumatisme crânien et 4 côtes cassées. Et jusque-là, on pouvait supposer que c'était à cause de l'accident. Or maintenant, les experts sont formels, le choc entre la Mazda et le vélo a eu lieu à moins de 40 km/h. C'était donc un choc léger. Alors pourquoi les 4 côtes cassées? Les légistes émettent l'hypothèse qu'on l'a écrasée. Ça n'était pas un choc, on l'a maintenue au sol de tout son poids jusqu'à lui enfoncer la cage thoracique.
les parents de Karine encaissent la nouvelle. D'après les rapports, il faut vraiment que ce soit des monstres quand même, parce que ma fille a peut-être mis entre 7 minutes et 12 heures pour mourir. Et s'ils ne peuvent pas par la suite prouver plus, ça sera affreux la vie. Les experts en accident pensent aussi, au vu des traces de freinage et de la vitesse, que Crotte a percuté Karine volontairement. Ce qui fera dire au juge, au moment de boucler son enquête, que ce jour-là, Stéphane Crotte cherchait une fille. Il l'a vue, il l'a percutée, il l'a enlevée, il l'a violée, il l'a étranglée. Mais il y a encore pire que ça. Vous vous souvenez des 2 préservatifs qu'on a retrouvés près du cadavre? À un moment de l'enquête, Péroline a expliqué que Crotte les avait enfilés avant de violer Karine. Les 2. On les a fait analyser, bien sûr. À l'intérieur de la capote, on trouve bien l'ADN de Crotte. Mais à l'extérieur de l'une des capotes, ça n'est pas l'ADN de Karine qu'on retrouve, c'est celui de Péroline. Oui, monsieur, ils ont fait l'amour, que dis-je, ils ont baisé près du cadavre après leur forfait. Monstruosité absolue. Et je peux vous dire que ce détail va peser très lourd aux assises, pour lui et pour elle. Mais avant d'aller devant la cour d'assises, un mot sur Stéphane Kraut. Qui est-il? Comme souvent dans pareil cas, c'est un enfant abandonné. Faites-moi confiance, c'est une constance chez tous les grands tueurs. Stéphane Kraut a d'abord été abandonné par sa maman, puis confié à son grand-père, puis abandonné par son grand-père et placé à la DAS. C'est sur ce double abandon que s'est construite cette personnalité monstrueuse. Alors bien sûr, après, il a été adopté, à l'âge de 4 ans, par une bonne famille, les Crotte, des catholiques, mais difficilement aimants. Il raconte qu'à l'école, on se moquait de son nom d'adoption. Crotte. Oh, la crotte qui pue, sale crotte. À l'adolescence, il est devenu violent, et il s'est mis à faire du somnambulisme. Ses parents ont considéré qu'il était possédé par le diable, alors ils l'ont envoyé chez un exorciste. Et à partir de là, il est devenu incontrôlable. Voilà, ça n'excuse rien, mais ça explique comment grandir droit quand tout petit, on n'a pas connu du tout les bisous dans le cou. D'ailleurs, depuis qu'il est en prison, Crotte n'a pas donné de ses nouvelles à ses parents adoptifs. Voilà d'où vient le bonhomme qu'on s'apprête à juger devant la cour d'assises de Metz, à côté de sa misérable petite amie, Péroline Garino. Le procès s'ouvre le 13 novembre 2004. La salle est pleine. Les braves gens sont venus voir le salaud et la garce, comme ils les appellent. La maman de Karine, Edith Schaff, porte la photo de sa fille en médaillon, bien en évidence. Stéphane Kraut a maintenant 26 ans. Il entre dans le box, l'air assez détaché, le torse en avant. Alors que Péroline, elle, s'enfonce autant qu'elle le peut dans sa doudoune, en mâchant de chewing-gum. Au milieu du prétoire, on a posé le vélo de Karine, avec sa roue arrière tordue, bien en évidence. Le premier jour, on se penche sur la personnalité de Kraut, sur son histoire. Comment en est-il arrivé à tant de monstruosité ? Je vous ai déjà raconté son enfance fracassée, son double abandon et son adoption par un couple un peu dépassé. Ils sont là, au procès, le père et la mère adoptive, monsieur et madame Kraut. De braves gens, vraiment. La mère raconte qu'ils ne voulaient pas être adoptés. Et elle révèle à la barre quelque chose qui donne toute l'ampleur du désastre. Quelque chose qu'elle a révélé à son fils alors qu'il était au collège. Écoutez bien, il est le fruit d'un inceste. Son vrai père, c'est son grand-père, celui qui l'a recueilli quand sa mère l'a abandonné. Voilà d'où vient le monstre dans le box. Je le redis, ça n'excuse rien, mais ça explique.
Le deuxième jour, on essaye de dénouer le sac de nœuds et de mesurer l'implication de Péroline, qui change une nouvelle fois de version au passage. Elle dit maintenant que c'est Crotte qui a mis le feu. Et l'autre, dans le box, bondit. Mais pas du tout. Péroline a versé les bouteilles sur le corps de Karine. Elle n'avait pas de briquet, je lui en ai passé un. Elle a allumé le feu. Il y a eu une détonation et une flamme énorme. On évoque alors les relations sexuelles qu'ils ont eues tous les deux près du cadavre. Ils confirment, à demi-mot. Mais comment Karine est-elle morte? Ça reste flou. Crotte répète que c'était un accident. Le président lui fait remarquer qu'il n'a pas eu un mot pour les parents de Karine, alors il leur présente des excuses, un peu forcées. Ça ne m'a fait ni chaud ni froid. Il a essayé de se défendre, il a changé donc encore les versions. En fait, il a dû faire un mélange de toutes les versions qu'il avait fait jusqu'à présent, c'était rien de nouveau. Je crois qu'à des moments, j'ai eu l'impression que j'étais dans une affaire qui ne me concernait même plus, parce que je crois qu'il y a un moment où vous déconnectez, Je m'attendais à rien. Donc en fait... Quand on s'attend à rien, qu'on ne reçoit rien, en fait, c'était une matinée où il y avait plutôt un sentiment de dégoût. Je pense qu'il est simplement en train de s'amuser. Il est certainement mieux là, lui, en ce moment, qu'en prison. Ça le change un petit peu. Il essaye de faire en sorte d'écoper le moins possible. Moi, ce que j'essaye, c'est qu'il en écope le plus possible. On se dit, nous, on vivra avec. On n'a pas le choix. Moi, j'irai simplement rendre visite à ma fille là où elle se trouve. Je l'admets pas, je l'admettrai jamais. L'avocate générale a des mots très durs. Stéphane Crotte est un prédateur. Et le couple est constitué de deux êtres diaboliques sans aucune once d'humanité, qui s'accouplent comme des animaux à quelques mètres du corps de la victime, encore fumant. Et elle réclame pour lui la perpétuité et la peine maximale pour elle, 3 ans de prison. Et le verdict tombe, il est conforme aux réquisitions de l'avocate générale. Stéphane Crotte est condamné à la peine maximale, la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Quant à Péroline Garino, pour avoir aidé à incendier le cadavre, elle prend aussi le maximum, soit 3 ans. La maman de Karine s'avance vers les micros et vers les caméras. Bon, au moins la loi a donné le maximum qu'elle pouvait donner. Aujourd'hui, ce verdict qui tombe pile 39 mois après l'enlèvement de Karine. Et de toute façon, pour moi, j'estime qu'un monstre restera toujours, disons maintenant, un assassin, puisque la législation l'a fait devenir à l'instant un assassin. Un assassin restera toujours mauvais tant qu'il n'a pas dit la vérité. Et pour moi, on ne devrait jamais les relâcher tant qu'ils n'ont pas dit l'intégrale vérité. Mais immédiatement, l'avocat de Crotte annonce qu'il fait appel. Les jurés et le jury, d'une façon plus générale, a cédé à l'opinion publique qui, depuis 3 ans, fait front, fait corps et a obtenu, finalement, quelque part, la mort psychologique de Stéphane Crotte. Heureusement, aujourd'hui, il y a l'appel. Crotte fait appel, mais pas Péroline Garino. Il y aura donc un nouveau procès, mais sans elle. Ce deuxième procès a lieu en février 2006 devant la cour d'assises de Nancy, et le verdict à la fin est un poil plus léger. 30 ans de prison, dont 20 ans de sûreté. Je trouve ça tout à fait révoltant qu'il ait pu avoir une réduction de peine malgré que les faits sont toujours les mêmes. Ils n'ont pas changé depuis Metz. Monsieur a le droit de sortir dans quelques années. En fin de compte, on fait en sorte dans notre système judiciaire que tout repasse toujours en procès. Ça torture les victimes, tout ça pour que certains puissent s'en sortir merveilleusement en faisant toutes les saloperies possibles. On n'en a rien à foutre de savoir si pendant 11 jours, nous, on a crevé de peur et de trouille. Le jour où il sort, je pourrais me permettre de le zigouiller. Si je ne l'ai pas fait faire en prison avant. Stéphane Crotte est en théorie libérable à partir de 2022. Ses parents adoptifs ne l'ont pas lâché. Ils continuent d'aller le voir en prison. Péroline, elle, est sortie au printemps 2006. Elle a refait sa vie loin de la région. Europe 1, On de la raconte. Je vous
vous ai raconté aujourd'hui la terrible histoire de Karine Schaaf, une adolescente de 16 ans qui disparaît à l'été 2001 à Bitche en Moselle après un accident de vélo, et l'enquête révèle qu'elle a été volontairement percutée par un jeune paumé de 23 ans qui s'appelle Stéphane Groth, qui l'a enlevé, probablement violé, étranglé avant de mettre le feu à son cadavre, et en se faisant aider par sa copine Péroline, après quoi ils ont fait l'amour près du cadavre. Je suis avec Dominique Coujard, qui a présidé pendant 10 ans la cour d'assises de Paris, et je voudrais qu'on revienne sur un point qui me semble être le cœur de cette affaire, c'est le profil de Stéphane Groth. Est-ce que vous prenez en compte, lorsque se formule le verdict, le fait que ce garçon, par exemple, a été abandonné par sa mère, à son grand-père, puis abandonné par son grand-père à la DAS, puis confié à une famille adoptante peu aimante, qui lui a révélé qu'il était en fait le fils de son grand-père et donc le produit d'un inceste. Est-ce que ça, oui ou non, peut peser comme étant une circonstance atténuante ? Non seulement on le prend en compte, mais on est obligé de le faire, puisque même au cours du délibéré de la cour d'assises, une fois que la cour s'est prononcée sur la culpabilité d'un accusé, le président doit donner lecture des articles 132 et suivants du Code de procédure pénale qui au juré, ouais, qui dit que pour se prononcer sur la peine, on doit prendre en compte deux choses. La première chose, ce sont les circonstances de l'infraction, donc l'horreur du crime, et la deuxième chose, c'est la personnalité de l'accusé. Alors effectivement, quand on entend la mère de la victime se féliciter de ce qu'il a pris le maximum la première fois qu'il a été jugé devant la cour d'assises, on la comprend, elle a tellement souffert, elle ne peut pas espérer autre chose. En même temps, lorsqu'il fait appel, on peut s'attendre logiquement à ce que sa peine soit un peu diminuée, parce que, par hypothèse, s'il a pris le maximum, c'est qu'on n'a pas pris en compte la personnalité de l'accusé. Ce faisant, vous avez constaté, comme je les raconte, moi, vous avez suivi des procès d'assises, moi je les raconte. N'empêche que la plupart des grands tueurs sont des gamins de la DAS, qui ont été martyrisés par leurs parents, placés parfois dans des familles d'accueil qui ont continué à les martyriser. Bref, l'enfance des tueurs est souvent une enfance fracassée. À ce titre-là, faut-il trouver des circonstances atténuantes à tous les tueurs ? Alors, ça fonctionne comme ça dans un délibéré. Je crois que c'est intéressant de raconter comment ça marche. On s'est prononcé sur la culpabilité, on a rassemblé les éléments, on a dit oui, il est coupable. Maintenant, sa personnalité, on doit l'examiner. Quelle est l'interférence de cet élément sur le quantum de la peine ? Il doit être pris en compte, mais le pourcentage de l'interférence, il n'est pas défini par la loi. C'est-à-dire que parfois, on a tendance à l'écarter compte tenu des circonstances atroces du crime commis. C'est le cas ici. C'est probablement ce qui s'est passé. C'est la seule Ils ont fait l'amour près du cadavre. Cette séquence vient effacer toutes les circonstances atténuantes qu'on pourrait trouver. Oui, en même temps, un président d'assises doit logiquement dire ça s'est passé après. Et ce qui se passe après le crime ne vient que le colorer, mais ça n'est pas une circonstance du crime. Et donc, ça ne devrait pas entrer en ligne de compte pour l'appréciation de la peine, puisque ça vient après. En même temps, ça colore de façon tellement négative ce qui s'est passé. On a l'impression que c'est une psychologie de cynique absolue, de gens qui n'ont de respect pour rien. Donc malgré tout, ça vient interférer sur le prononcé de la peine. Mais en général, les jurés sont sensibles à l'histoire personnelle de l'accusé ou sensibles à la souffrance des parties civiles ? On leur explique que la partie civile... Donc la partie civile, c'est la maman de Karine. Voilà, c'est la maman. La partie civile a ses intérêts propres et que la justice doit prendre en compte à la fois les intérêts de la victime, puisque c'est dans le serment des accusés, mais aussi celui de l'accusé et de sa réinsertion, car il devra peut-être un jour sortir de prison, et enfin les intérêts de la société. Donc on doit prendre trois choses en compte. C'est ce que souvent l'opinion ne comprend pas vraiment, puisqu'elle est tellement horrifiée par les circonstances d'un crime qu'elle voudrait qu'on focalise uniquement là-dessus. Le rôle du juge, et le juré est un juge, c'est à la fois de tenir compte de la victime, de l'accusé et de la société. Mais ça arrive souvent qu'un juré, pendant un délibéré, dise « Mais enfin, quand même, ce type, il a souffert le martyre toute son enfance. Bien sûr, il a commis des horreurs, mais j'arrive pas à le condamner. » Alors, est-ce que... j'arrive pas à le condamner ? Non, jamais.
Ce que vous avez dit avant, oui, toujours. Il y a toujours quelqu'un pour le dire. Il y a toujours quelqu'un pour le dire, d'abord parce plutôt des femmes, plutôt des hommes. Non, il n'y a pas de différence là-dessus. On s'astreint toujours à ça. Dans l'appréciation de la peine, on dit, voilà, on va discuter entre nous de ce qui est positif et de ce qui est négatif dans la personnalité de l'accusé. Ce qui est positif, c'est souvent qu'il n'a jamais été condamné, c'est souvent qu'il a eu une enfance malheureuse. On va le pointer, on va le lister, on va se mettre d'accord là-dessus. Et ce qui est négatif, c'est souvent son cynisme, et c'est malgré tout les perturbations de son caractère, même si elles sont subies, ce sont des aspects négatifs de sa personnalité. On va faire la balance entre tout ça. Et après, chacun, dans l'intimité du secret de son vote, il y a à la fois un délibéré, mais il y a un secret du vote, il va en faire son miel. C'est-à-dire qu'il va l'utiliser en déduction ou non de la peine qu'il estime nécessaire ou du maximum encouru. Lorsque vous rendiez un verdict, puisque maintenant vous êtes rangé des voitures, mais lorsque vous rendiez un verdict avec un jury, que s'achevait un procès d'assises, est-ce qu'il vous est arrivé de rentrer chez vous et de dire « j'ai été mauvais » ? Ah oui, plus d'une fois. D'abord parce qu'on est dans les choses humaines, qu'on n'est pas toujours bon, parce qu'un procès d'assises, c'est quand même une suite d'échanges verbalisés entre un président, un accusé, des témoins. Parfois, ça passe pas, la mayonnaise ne prend pas, on n'arrive pas à libérer la parole des gens pour expliquer ce qu'ils ont dans la tête, pour leur permettre aussi de nous rendre compte. Et souvent, quand on rentre chez soi en voiture, on dit on n'a pas été très bon. Ça arrive dans quelle proportion ? Je dirais rarement quand même. Bon, je vous rassure. Rarement parce que j'ai en mémoire un souvenir, mais il y en a plus que ça, certainement. Mais un souvenir d'un accusé qui restait refermé sur lui, qui s'est contenté de dire « c'est pas moi », et qui a été condamné, et qui, dans les 2 ans qui ont suivi, s'est suicidé. Et on se dit peut-être que si on avait pu lui faire dire autre chose que « c'est pas moi », il ne se serait pas suicidé. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.